C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse, c'était l'âge de la folie. C'était l'époque de la foi, c'était l'époque de l'incrédulité. C'était la saison de la lumière, c'était la saison de l'obscurité. C'était le printemps de l'espoir, c'était l'heure du désespoir. Nous avions tout devant nous, nous n'avions rien devant nous. Nous devions tous aller directement au ciel. Nous devions tous prendre l'autre chemin. Bref, l'époque était tellement différente de celle que nous vivons aujourd'hui que quelques-unes des plus tapageuses autorités ne parlaient d'elle, que ce fût en bien ou en mal, qu'au superlatif. Il y avait sur le trône d'Angleterre un roi avec une forte mâchoire et une reine au visage laid. Il y avait sur le trône de France un roi avec une forte mâchoire et une reine au visage agréable. Dans les deux pays, il était plus clair que le cristal aux grands de l'État réservé, eux, par le miracle de la multiplication des pains et des poissons, que les choses en général étaient ainsi arrangées pour toujours. C'était l'année de notre Seigneur 1775. Comme aujourd'hui, des révélations d'en haut étaient accordées à l'Angleterre en cette époque favorisée. Madame Southcott avait récemment atteint son bienheureux 25e anniversaire, dont un simple soldat, prophète de la garde du corps, avait proclamé la sublime apparition en annonçant qu'il devait marquer l'engloutissement de Londres et de Westminster. Et même le fantôme de Cock Lane, qui, après avoir envoyé ses derniers messages, ne s'était reposé qu'une douzaine d'années, recommença comme les esprits, terriblement dénués d'originalité de l'année qui venait de s'écouler, à donner des signes d'existence. Des messages d'un ordre plus terre-à-terre étaient arrivés récemment à la cour d'Angleterre et dans le peuple, venant d'un congrès de sujets britanniques en Amérique, lesquels messages, c'est bien étrange à relater, se sont montrés beaucoup plus importants pour la race humaine que toutes les communications reçues jusqu'à présent par l'entremise des poulets de la cuvée de Cock Lane. La France, moins favorisée en tout ce qui concerne le spiritisme que sa sœur de combat, descendait la pente avec une extrême douceur, fabriquant des billets de banque et les dépensant. Sous la direction de son clergé, elle se distrayait dans des exploits d'une réelle valeur humaine, comme de faire condamner un jeune homme à avoir les mains coupées, la langue arrachée avec des tenailles et le corps brûlé vif. Cela parce qu'il ne s'était pas agenouillé sous la pluie pour honorer une procession de moines crasseux qui passaient dans son champ visuel, à une distance de quelques 50 ou 60 yards. Il est assez vraisemblable que, enracinés dans les forêts de France et de Norvège, des arbres étaient en train de grandir quand ce malheureux fut mis à mort, déjà marqué par le bûcheron destiné pour être abattu et scié en planches, pour faire un certain châssis mobile agrémenté d'un sac et d'un couperet, terrible dans l'histoire. Il est assez vraisemblable que dans les hangars primitifs, les communs sans confort de ceux qui cultivent les lourdes terres des environs de Paris, il y avait à l'abri du mauvais temps, ce même jour, des charrettes grossières, couvertes de la boue des champs, reniflées par des cochons et envahies par les poules, que le fermier mort avait déjà mises de côté pour être les tombereaux de la Révolution. Mais ce bûcheron et ce fermier, quoiqu'ils travaillassent sans cesse, travaillaient silencieusement, et personne ne les entendait aller et venir à pas feutrés, et même de soupçonner qu'ils étaient éveillés pouvait vous faire accuser d'être athées et traîtres. En Angleterre, il y avait à peine assez d'ordre et de protection pour justifier les fanfaronnades des nationaux. Des vols audacieux avec effraction par des hommes armés et des vols de grands chemins avaient lieu toutes les nuits dans la capitale même. Les familles étaient publiquement prévenues de ne pas quitter la ville sans mettre, par mesure de sécurité, leur mobilier chez un tapissier. Le voleur de grands chemins dans le noir était au grand jour marchand de la cité.